Je cède maintenant la parole au commissaire de la 10e édition de la BNSC, la Biennale nationale de sculpture contemporaine, Daniel Fizet, qui est avec nous et avec qui on va débuter cette conversation. Mais tout d'abord, quelques mots au sujet de son parcours. Daniel Fizet est un commissaire, auteur et éducateur basé à Tiohtià:ke, Mouniang, Montréal. Il a récemment complété un doctorat en histoire de l'art à l'Université de Montréal. Il a, entre autres, été responsable de la médiation au Optica, un centre d'art contemporain, et membre du comité éditorial de la revue S, Art et Opinion. Il œuvre actuellement comme commissaire adjoint à l'engagement à la Fondation Filles pour l'art contemporain. Je te cède la parole à toi, Daniel. Bonjour tout le monde, bienvenue. Ça me fait plaisir de passer un moment avec vous deux et avec vous tous, vous toutes, cet après-midi pour discuter d'enfermement, d'art, de décloisonnement, de cloisonnement, des liens entre ces pratiques-là et comment elles se répercutent dans le travail de Sheena et de Geneviève. J'ai aussi la tâche étrange de parler de mon travail, ce qui est très rare. Quand on travaille dans les coulisses d'expositions, de projets comme ça, mais j'en parle avec grand plaisir. Je peux l'aborder d'abord en adressant peut-être un peu la réflexion qui a mené à la thématique de la 10e édition de la Biennale de sculpture contemporaine de Trois-Rivières, qui a lieu encore juste pour quelques semaines. Je pense qu'il y a encore pour 2 semaines, jusqu'au 11 septembre à peu près. Donc, courez la voir si ce n'est pas fait encore. En fait, j'ai été invité à me joindre à l'équipe de direction artistique au comité artistique de la Biennale en 2020, après quelques mois de pandémie, alors qu'on avait la lourde tâche de réfléchir à ce qui s'en venait après ce qu'on est en train de vivre en ce moment, alors qu'on était en train de le vivre très intensément, et à négocier ce qui allait peut-être devenir un post-enfermement covidien. Donc déjà, il y a ça, je pense, un peu qui est en filigrane de la thématique, évidemment, de la 10e biennale, qui s'intitule, comme l'a dit Karine, « Marche, démarche, manœuvre ». C'est une thématique qui peut être lue de plusieurs façons, mais bon, dans le choix des 3 mots, il y a évidemment une invitation à l'action, ou une reconnaissance du moins que dans les pratiques des artistes qui ont été invités dans le cadre de la Biennale, il y a ce désir de bouger, de changer, de se déplacer, d'aller vers autre chose. La marche est peut-être le thème qui est le plus près du passé pandémique. On s'est mis à réfléchir en fait aux activités possibles, qui étaient possibles de faire à ce moment-là. Puis évidemment, la marche est comme devenue une espèce de métaphore pour l'affranchissement ou la possibilité de sortir du quotidien, d'apprivoiser le territoire de proximité de manière différente. La marche est aussi devenue un acte créatif. J'emprunte beaucoup à la pensée de Michel de Certeau autour de la marche comme geste créatif, comme geste par lequel des citoyens et des citoyennes peuvent se réapproprier leur environnement immédiat, aller au-delà des chemins tracés, créer des lignes de désir, par exemple. Évidemment, la marche implique la démarche. Là, je pense au processus artistique, à la manière dont ces processus-là se déploient dans la durée, jusqu'au moment de la présentation des œuvres, mais aussi au-delà de la présentation initiale. Donc, on faisait remarquer d'ailleurs que dans la Biennale, il y a beaucoup de projets qui ne sont pas terminés dès l'ouverture de la Biennale. En fait, c'est plutôt le contraire. Les projets sont en évolution et l'ouverture de la Biennale marque un moment important dans ces projets-là, la présentation au public, l'invitation à interagir, à participer, à consulter, à constater. Mais c'est aussi dans la plupart des projets qui sont présentés dans le cadre de la 10e Biennale, il y a aussi un désir d'aller au-delà de ces moments de présentation-là. Savoir d'abord ce qui reste une fois que l'événement est terminé, qu'est-ce qu'on fait avec les traces de ce qui reste, mais aussi comment est-ce que ces œuvres-là sont des occasions d'interagir ou d'entrer en contact avec le public qui vient les visiter. Puis, évidemment, aussi, il y a le terme de manœuvre qui a une histoire ou des histoires bien chargées.
peut-être certains d'entre vous connaissent évidemment la complexité de l'utilisation du terme manœuvre à la fin du 20e siècle au Québec pour parler des pratiques performatives, un terme qui a beaucoup été développé entre autres par Alain Martin-Richard, dans cette idée de déplacer l'œuvre d'une institution de présentation dans le quotidien, de ce désir-là de décloisonner l'œuvre, de la sortir littéralement de son contexte original de présentation pour qu'elle vive au sein du territoire, au sein des pratiques, au sein de nous. Donc là, évidemment, j'y vois un lien très, très fort avec l'espèce de binôme entre l'emprisonnement, qui soit concret ou métaphorique ou imaginé, ou l'enfermement, et d'un autre côté, l'affranchissement, la libération, et cette possibilité-là qu'a la pratique artistique à négocier ou jeter un regard critique sur la manière dont les institutions accueillent les projets, puis proposer des dialogues ou des négociations institutionnelles plus complexes, en fait, qui servent peut-être à pointer des dynamiques de pouvoir, qui servent à imaginer d'autres possibles aussi. Donc, je pense qu'il y a ça aussi dans beaucoup de projets de la Biennale. Puis par institution, on peut penser à le contexte de présentation d'une œuvre, mais on peut aussi penser à des institutions comme des institutions politiques, sociales, évidemment les institutions carcérales dont Sheena va vous parler plus en détail dans sa pratique. Puis évidemment, tout ça m'amène aussi à une réflexion plus large sur le décloisonnement, qui est un concept très, très important dans ma pratique de commissaire, un décloisonnement que je souhaite entre la pratique curatoriale puis les pratiques qu'on identifie généralement comme plutôt liées vers la médiation culturelle, la pratique pédagogique ou la pratique en éducation. C'est mon parcours professionnel, en fait. J'arrive au commissariat d'exposition par la réflexion sur l'éducation artistique. Et donc, dans ma pratique, il y a aussi une volonté de décloisonner ces deux catégories-là de travail qui sont souvent placées en opposition l'une à l'autre dans des institutions plus grandes et essayer de voir quels sont les points de contact, les moments de porosité entre ces deux champs-là. Comment est-ce qu'une pratique en éducation peut nous aider à informer une pratique commissariale et vice-versa. Comment est-ce qu'une pratique commissariale peut informer une pratique éducative qui se déploie dans des moments privilégiés avec le public. Et c'est dans le contexte de ce travail-là que j'ai connu, évidemment, Sheena, qui a travaillé avec moi sur un projet à la Fondation Phi, où je travaille actuellement comme commissaire adjoint à l'engagement. Et j'en profite, comme c'est un magnifique lien, pour lancer la parole, en fait, à Sheena. Sheena, est-ce que je lis ta bio? Pas de question. Veux-tu que je le... Sure. Parfait. Toujours intimidant de lire la... Je peux lire ta bio aussi, je vais lire après. Bon, Sheena Oshko est une sculptrice, organisatrice anti-prison et colonisatrice d'origine polonaise vivant et travaillant à Tiohtià:ke, Muniang, Montréal. L'artiste a exposé à l'échelle nationale et internationale, soit à la Fondation Phi, mais ça, je viens de le dire, et au Musée d'art contemporain de Montréal, à A-Space à Toronto et à la Ferme du Buisson à Paris. Elle a participé à des résidences à Santa Fe Art Institute au Nouveau-Mexique, à la Cité internationale des arts de Paris, et à la Villa Magdalena Quai en Allemagne. Ses écrits ont été publiés dans Mice Magazine et dans Free Inside, The Life and Work of Peter Collins. Sheena Oshko a été nommée dans la liste du prix Sobé 2021. Elle est actuellement étudiante au doctorat en études culturelles à l'Université Queen's à Kingston, en Ontario. Sheena, je te laisse la parole. Merci beaucoup. J'entends pas souvent quelqu'un lire mon bio. Ça fait toujours plaisir de lire la bio devant quelqu'un. C'est your life's work devant toi. Juste là. Merci tout le monde d'être là. C'est ça. J'ai vraiment hâte d'avoir cette discussion. J'ai pas les moments récemment. Je retourne à l'école pour parler des œuvres des autres. Donc, pour discuter l'art que moi je fais avec des collègues, j'ai hâte à ça. Donc, merci encore Karine et le Sabar, Daniel, always, Geneviève et tout le monde du Biennale et Centre d'art. Merci d'être là. J'ai décidé aujourd'hui de parler d'une œuvre, puis peut-être dans la période de questions, conversations, on peut parler de quelques autres. J'ai décidé de focuser sur l'œuvre qui est dans le Biennale actuellement. L'œuvre s'appelle « Il en coûte 100
125 466 par an pour garder une personne en prison, quelle autre sorte d'institution construiriez-vous à la place? Puis j'ai décidé de focuser sur cette œuvre pour cette conversation d'à peu près 10 minutes. Je vais mettre mon timer là pour que je parle pas trop, parce que des fois, je peux commencer un peu trop. Tu peux être le gardien du temps. Oui, c'est ça, j'ai aussi ça. Parce que je trouve que cette œuvre-là, c'est comme un peu en opposition des autres œuvres que j'ai déjà faites. Grosso modo, beaucoup de mes œuvres parlent ou ils donnent attention à les sites carcérales, surtout au Québec et Canada, et leur architecture. Mais là, le projet au Biennale, c'est une œuvre qui parle de l'abolition des prisons. Donc, pas nécessairement seulement les conditions d'enfermement, mais dans l'abolition des prisons, puis le changement de la confinement. C'est un processus créatif de penser autrement. Puis j'ai décidé de rester dans ces pensées autrement pour aujourd'hui. Donc, un petit historique du projet, puis j'ai vérifié avec le Biennale, les autres partenaires, si je pouvais partager cette histoire, puis c'était OK. En fait, c'était comme encouragé, donc ça c'est important, Daniel sait de quoi je parle. Première, comme, je fais surtout les œuvres qui sont souvent vraiment, like, large works. Donc, il y a toujours habituellement une négociation d'espace qui se fait. Puis, je suis comme à l'habitude de comme aller par là, il faut tourner là, il faut tourner là. C'est juste comme ça. Il faut que j'ajuste souvent mes projets, puis je suis habituée à ça. Donc, pour le Biennale, c'était suggéré, puis j'ai comme été mis en conversation avec la vieille prison de Trois-Rivières, qui est une des plus vieilles prisons dans cette partie du monde, en fait, parce que, comme on connaît, Trois-Rivières, c'est une des premières settlements dans ce territoire qu'on s'appelle Québec et Canada. Puis, donc, on a eu des conversations, puis j'ai proposé ces deux bannières. Une en anglais, une en français, qui propose qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement avec ce budget carcéral par année-là. Puis, en fait, la vieille prison, c'est aussi un musée pop. C'est comme un site patrimoine, mais aussi un musée de pop art. C'est comme plusieurs différentes choses. En fait, ils ont vraiment dit non. Ils étaient vraiment pas intéressés à rentrer dans cette conversation de penser autrement. Penser à, c'est ça, un budget, puis penser de qu'est-ce qui pourrait exister au-delà du carcéral. Puis c'était un peu surprenant pour moi, un peu, parce que c'était un peu pris comme un geste vraiment radical. Puis pour moi, c'était comme, on est juste dans l'imagination. C'est quoi le... Je dis ça comme ça. Je comprends que pas tout le monde voit ça comme ça. Puis quand on pense à l'abolition ou quand on pense à un monde sans prison, ça peut vraiment pousser les personnes, d'une façon assez fondamentale. Puis dans ce moment-là, je pense que ça, c'est qu'est-ce qu'on a vécu, que c'était juste trop pour penser autrement. C'était pas possible. Donc, on a dû trouver un autre espace. Puis on a le deuxième site qui était décidé, c'est la maison Tonnacourt, qui est aussi le musée du parc à Trois-Rivières, qui était anciennement une seigneurie, un hôpital, une prison et une école pour garçons. Puis la galerie. Donc, les institutions, on s'entend? C'est complexe. Puis pour moi, j'avoue, j'étais déçue de ne pas faire cette... c'était vraiment comme un banner drop à la prison. Mais j'avoue, cet autre site, cette maison, il y a une histoire si complexe que la prison.
c'est juste comme un endroit privé à un certain point que public. Donc, quand on va dans l'espace de Galerie du Parc, c'est sur le 3e étage, il y en a 2 grandes bannières. Elles sont comme un rose foncé, pas un fuchsia, mais juste comme rose-rose. Puis avec des lettres peinturées. C'est la peinture de plancher, en fait. Donc, c'est un latex, mais un latex assez fort. Donc, c'est 2 grandes bannières, français, anglais, avec des... je sais pas comment dire ça, les eyelets. On dit ça? Ah, des œillets. Des œillets, puis des cordes. Donc, quand tu rentres dans la salle, tu as l'impression, j'espère, que c'est un objet qui est prêt pour faire quelque chose. You know, c'est une bannière, ça peut être utilisé, je sais pas pourquoi, quelque chose. Puis, c'est monté avec des clous. Donc, c'est comme installé un peu rough. Puis, la bannière va jusque le plancher, puis ça touche le plancher un peu. Puis c'est ça, tu es vraiment dans cette vieille maison, prison, hôpital, avec ces 2 bannières qui te demandent, you know, qu'est-ce qu'on peut faire autrement? Qu'est-ce que toi, tu ferais autrement, en fait? Puis aussi, en arrière de toi, si tu regardes les bannières, il y a les fenêtres des 2 côtés, mais en arrière, il y a un socle. Puis sur la socle, il y a des post-its. Puis... on espérait que les gens écrivent qu'est-ce qu'ils feraient avec cet argent-là. Puis, en fait, les gens l'ont fait. You know, I was hoping. Mais là, les gens ont vraiment écrit beaucoup d'idées. Des fois, des choses vraiment personnelles, des fois des blagues, mais aussi beaucoup de commentaires qui sont pas si radicales, comme ce serait cool d'avoir une place pour la santé mentale, ce serait cool d'avoir une place pour to rest, you know, les choses comme ça. Like, qu'est-ce qu'on pourrait construire, qu'est-ce que toi tu vas voir autrement. Donc ça c'est en arrière de toi quand tu rentres à la salle. Donc c'est ça, je vais regarder. Wow, 6 minutes. OK. Donc, mon projet est basé sur la pensée de la militante abolitionniste noire, Ruthie Wilson Gilmore, pour que l'abolition des prisons permette de créer des institutions où la vie s'affirme. Donc, ça, c'est un contraste de peut-être des prisons, you know, les autres institutions que j'ai nommées comme... what was it, like a boys' school, un hôpital, une seigneurie, où on se demande des fois, est-ce que la vie est privilégiée des fois, de tout le monde est privilégiée dans ces endroits? Donc, puis pour moi, je suis abolitionniste, donc je crois, puis mon politique est orientée vers un monde où la punition puis l'enfermement, c'est pas la façon qu'on deal avec les problèmes de social. Donc, ça inclut abolir la police, abolir les prisons, puis construire un monde où on gère ça différemment. Cette année, j'ai eu l'immense privilège d'étudier avec Ruth Wilson Gilmore. Ses écrits sont au centre de mon travail de doctorat et me guident également dans ma pratique militante. Donc, je suppose qu'il est logique que j'ai également fait un projet artistique sur sa notion d'abolition. En plus, Gilmore décrit le racisme comme quand une population est poussée par des forces extra-légales vers une mort prémature. Par exemple, on peut penser à la mort dans les CHSLD au début de la pandémie comme un type de racisme. C'est important parce que pour Gilmore, le race et le classe, est-ce qu'on dit ça comme ça? Classe. Le race et le classe, on ne peut pas séparer ces 2 choses-là. Le capitalisme racial est un système qui divise la population et inscribe les hiérarchies.
Donc, vraiment, ces pensées de Gilmore actuellement, sur où je oriente mes pensées, et vraiment avec ce projet-là, est-ce qu'on peut penser autrement? Parce que c'est clair, le système qu'on a actuellement ne fonctionne pas super bien. Puis on a aussi vu dans la pandémie, pour des brefs moments, on a vu des moments de vivre autrement. C'est clair que capitalisme is very... what's the word I'm looking for? It's very strong. Donc, ça a vitement retourné. Mais, je pense qu'on a tous vu à un certain point cette idée puis la possibilité de vivre autrement. Puis la dernière chose que je vais dire, parce que je suis à 10 minutes, c'est souligner des mots du activiste visuel Nicolas Mirzoeff, qui parle de la visualité, donc historique. Donc, il veut dire comment on est venu historiquement à comprendre le visuel, interpréter le visuel. Il dit que dès ses premières itérations, la visualisation était utilisée pour créer des hiérarchies afin d'enfermer et de dominer les terres et les populations. Donc, ce n'est pas seulement oculaire. Cette visualité produit des mots de surveillance, de anti-noir, anti-autochtone et de l'impérialisme en général. Donc, si, comme Ruth Wilson Gilmore, l'abolition consiste à créer des institutions qui affirment, Mirzoeff dit, avec les images puis les œuvres artistiques, on peut changer ces dynamiques de pouvoir. Puis il pense que ces gestes, puis ces moments, ils s'appellent le counter-visuality. Donc, pour ce projet à la Biennale, je pensais, beaucoup de mes projets avant, ils ont refait une certaine image de la carcéralité, mais avec cette image au Biennale, je pense que c'est ça, je cherchais à créer des images autrement que la carcéralité. Donc, puis c'est ça, après le Biennale est fini, j'ai des bragnards. Je vais les mettre dans l'espace public. Je ne sais pas où encore, mais to be continued. Mais je veux savoir comment ils pouvaient continuer à fonctionner dans cette idée de la counter-visual, le contre-visuel. Qu'est-ce que ça veut dire quand un objet d'art change de catégorie? Je suis vraiment intéressée en ça, que ça ne reste pas l'art, même si ça a déjà été. Et puis est-ce qu'un œuvre peut changer de œuvre d'art à objet militant? Je ne sais pas. À voir. Merci. Merci, Sheila. 2 minutes over. Je vais lire ta bio, Oui, merci. Parce que j'aime ça, là. J'y prends goût, là, on dirait. Passons à Geneviève. On va être en conversation ensemble pour les 10 minutes. Geneviève Thibault questionne l'habité dans une perspective féministe, l'identité, l'altérité et la cohabitation du territoire. Ses préoccupations l'ont conduite vers les études autochtones, vers l'étude de l'ethnologie, puis la pratique des arts visuels. Elle fait usage depuis peu de la poésie pour extraire du réel l'invisible. Le confinement l'a amenée à réfléchir à l'intérieur depuis l'intérieur, au corps et à la maison, non pas dans une perspective de repli, mais plutôt dans un mouvement circulatoire entre le soi et son contexte. Elle enseigne la photographie au Cégep de Matane, tout en poursuivant une maîtrise en pratique des arts à l'Université du Québec en Outaouais. Donc, on peut peut-être commencer, Geneviève, par ta contribution au dernier numéro du Sabar, qui est le 121. C'est bien ça? Yes. Numéro 121. Tu contribues à un texte qui s'appelle « À toutes celles qui ont le jaune crevé », entre parenthèses. Je pense que c'est important de le nommer, entre parenthèses. Entre parenthèses. On pourra parler de pourquoi la parenthèse est importante. Je vais commencer avec ça. Parfait. Peux-tu nous parler un peu de ce texte-là? Avec plaisir, puis merci pour la lecture de ma bio, puis merci aussi pour l'invitation. C'est la première fois que je mets les pieds à Victoriaville et je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Donc, le titre, effectivement, il est entre parenthèses. Il est encapsulé d'une certaine manière. Puis la parenthèse suggère un événement, un élément qui est en dehors du cours normal des choses. Puis pour moi,
l'écriture, le geste d'écrire, autant que le contenu que je déverse dans ce texte-là, les deux sont en dehors du cours normal de mes choses à moi. Donc, c'est un texte qui se penche sur la maternité, sur le lien avec ma mère, le lien aussi avec mes enfants, vu par une maman âgée de 40 ans, donc qui a franchi la quarantaine tout dernièrement. C'est un texte qui s'adresse à une maternité qui se transforme. Je pense que c'est important de le mentionner. Puis je fais usage de l'image de l'œuf qui contient la vie, mais l'œuf aussi qui, pour moi, va représenter autant le corps que la maison. Même à un moment donné, à s'y méprendre, on ne sait plus trop qu'est-ce qui contient quoi. Est-ce que c'est le corps qui contient la maison? Est-ce que c'est la maison qui contient le corps? Donc, voilà. Je peux peut-être parler du contexte. Oui, je serais curieux d'en savoir. Peut-être de situer le moment où tu as écrit ça, parce que déjà dans la bio, on sent que le texte est arrivé à un moment comme précis, dans une histoire comme globale ou partagée, mais aussi peut-être dans un cheminement plus personnel. Oui, il y a les deux. En fait, c'est ça, c'est arrivé au moment où mes enfants sont âgés de 15 et 19 ans. C'est des grands enfants. Mais c'est arrivé au moment où mon fils s'apprêtait à quitter la maison, à partir pour les études. Puis ça m'a donné le vertige. Je me suis mise à me poser trop de questions, à me demander qui est-ce que j'allais être, qui est-ce que j'allais devenir après le départ de mes enfants. Puis je me suis rendu compte que j'avais pas de réponse. Je ne sais pas c'est qui que je vais être dans cet après-là. Ça m'a donné la trouille un peu. Puis, parallèlement à ça, là, je suis vraiment dans des histoires très personnelles, là, mais parallèlement à ça, pour ce qui concerne ma mère est atteinte d'Alzheimer, puis le confinement a fait en sorte que ses symptômes se sont quand même aggravés. Puis, je me suis mise aussi à me questionner, puis à me demander qui est-ce que je vais devenir quand ma propre mère va oublier mon prénom, quand elle va oublier mon visage, quand elle va oublier qu'elle m'a mis au monde. Donc, puis tout ça dans le contexte plus général du confinement qui appelait un peu cette introspection-là, finalement. Est-ce que... qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire, en fait? Parce que ton travail est photographique, tu as une pratique en art visuel. Je pense que c'est comme peut-être la première représentation ou présentation publique de ton travail d'écriture. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a envie de te lancer? Je dirais que je lisais pas beaucoup, je lisais pas de poésie, je vais être franche. J'ai eu la chance de rencontrer l'auteur Nathanaël dans le cadre d'un séminaire durant ma maîtrise. Puis, elle avait sélectionné différents ouvrages, autant littéraires que cinématographiques. Puis, on devait à chaque semaine découvrir un de ces titres-là. Puis, c'était la première fois, c'est ça, que j'étais en contact avec la poésie. Puis, je me rappelle, entre autres, d'un livre en particulier, le livre « Rien du tout » d'Olivia Tapiero, dans lequel il était question comme d'une espèce de grand trou noir dans le corps là, qui absorbe tout autour. Puis, j'ai trouvé que c'était une image qui était tellement évocatrice. C'est la première fois que je faisais face à une image comme ça, évoquée par des mots, finalement. Puis, je pense que ça m'a, dans le contexte dans lequel on était, là, je pense que ça m'a tiré vers le fond, vers mes eaux profondes de cette lecture-là. Puis, ça m'a donné le goût aussi, c'est ça, de plonger, d'extraire ce que je vivais. Puis, il y avait tellement de choses aussi durant ce temps-là. Je réfléchissais à ma photographie, puis je réfléchissais à ce que j'étais pas capable encore d'exprimer par l'image. Puis je me suis dit, l'écriture, finalement, agit comme une voie supplémentaire pour m'exprimer. Puis je vois un lien avec ton parcours, tes études. On a parlé d'études autochtones, mais on parle aussi
d'anthropologie ou d'ethnologie, ou j'imagine que comme des méthodologies qui sont proches de l'auto-ethnographie, ou, tu sais, de l'examen de soi ou le texte comme un outil pour un examen plus profond du ressenti, ou est-ce que c'est des méthodes qui viennent de ton parcours académique ou... Pas vraiment. Ben, j'ai expérimenté les méthodes ethnographiques, les méthodes d'observation de terrain, d'observation participative. Mais l'auto-ethnographie, non, pas durant mes études, en tout cas, en ethnologie. Puis c'est quelque chose que je découvre, ça, pendant ma maîtrise en pratique des arts, là, vraiment, de tourner le regard qui était dirigé vers l'autre, mais de le tourner plutôt vers moi. Mais pour moi, tout est lié. On ne parle pas d'altérité sans parler d'identité, puis ça nous renvoie toujours, c'est des allers-retours constants là, entre l'autre et soi. Je le vois comme ça. Ou le soi comme autre, ou la possibilité qu'a le texte de nous présenter comme autre, ou d'explorer cette tension-là aussi. Oui, oui, de se découvrir soi-même, de défricher. C'est des dynamiques aussi qui sont évidemment présentes dans le processus de construction ou de production des images, de la photographie aussi. La tension entre le soi et l'autre, entre la production et la négociation de cette image-là. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur ta pratique photographique. Quand est-ce que c'est arrivé? Est-ce que tu vois des parallèles avec ton processus d'écriture ou des choses qui sont complètement différentes? Qu'est-ce que la photo te permet d'explorer que l'écriture t'a pas permis et vice-versa? La photographie, pour moi, c'est une façon de me représenter le monde qui m'entoure, puis de représenter aussi mes expériences en tant qu'être humaine qui habite la Terre. Je pense qu'avec la photographie, je suis davantage justement tournée vers l'autre, même si c'est très introspectif, tandis que l'écriture, le regard est davantage tourné vers moi. Puis ma démarche m'amène à sortir de chez moi avec ma caméra, puis à cogner aux portes des gens, des inconnus, à l'improviste, d'aller les visiter dans leur environnement domestique. Je m'intéresse à nos manières d'habiter, je m'intéresse aux objets qui nous entourent, aux traces du mouvement, de l'expérience du corps humain dans l'espace domestique. Je pense que ça raconte beaucoup d'histoires. Puis le fait pour moi, c'est une forme, je pense, d'émancipation, que je pourrais dire. Le fait de sortir de chez moi, puis de partir comme ça, de marcher, puis de partir à la rencontre de l'autre. Puis le fait aussi de le faire à l'improviste, c'est une forme d'émancipation des cases horaires, des protocoles préformatés, là, maintenant on écrit pour prévenir qu'on va appeler, pour finalement aller voir quelqu'un. Tout devient tellement compliqué. On peut-tu juste se voir, dialoguer, puis créer des rencontres un peu comme ça, improbables. Est-ce que tu dirais que de la même façon, l'écriture t'a amené aussi une autre forme d'émancipation, ou est-ce que on est plus au niveau de l'introspection? Je serais curieux de voir comment tu réfléchis ce concept-là avec ta pratique d'écriture. Oui, c'est certain que, si on prend les thématiques que j'aborde dans mon texte, qui sont celles de la maternité, j'exprime des choses qui... j'ai un regard quand même féministe, je pense. Puis ça se sent, ça se lit autant dans mes mots que ça peut se voir dans mes images. Puis de toute façon, la création, qu'elle soit visuelle ou littéraire, déjà, c'est une mise en action, puis c'est une forme d'émancipation. On a parlé beaucoup avant de mouvement, justement, de déplacement. Je pense que c'est comme un aspect important de la pratique que tu soulignes très, très bien, mais le déplacement à l'intérieur de soi aussi. Quand les possibilités de mouvement sont limitées par des forces extérieures à nous. Oui. Je serais curieux peut-être en terminant de savoir, je sais que tu es actuellement en résidence à Québec, tu travailles sur quelque chose. Sur quoi tu travailles en ce moment? Présentement, je suis en train de travailler sur un projet vidéo, une installation vidéo à la bande vidéo à Québec. Donc,
Tu parlais justement de processus communs à la littérature et aux arts visuels. Bien, pour moi, le déplacement comme ça est important. Le déplacement du corps dans l'espace. Je réfléchis beaucoup autant quand je suis sur la route que quand je marche, où j'ai besoin comme ça de sortir de mon environnement domestique. J'ai besoin de ce moment-là pour créer. Pour aller chercher mes matériaux, puis ensuite de ça, bien, je reviens chez moi, puis je crée à partir de ce que j'ai récolté finalement là, sur la route. La collecte comme un aspect très, très important de la pratique, qui nourrit la pratique aussi. Je pense qu'on est à nos 10 minutes de conversation. On est prêt à passer peut-être à la période d'échange, les trois ensemble. Veux-tu... Ah oui, est-ce que tu veux lire le texte? Un extrait? Je peux... Est-ce qu'on y va avec une lecture, puis ensuite on passe aux questions? On peut faire ça. On peut faire ça. Je lis un extrait seulement, c'est bien ça? OK. Merci. J'espérais que tu en aies une. Je le connais pas par cœur. Donc, c'est un texte qui est quand même assez court, puis je vais en lire un court extrait. Donc, c'est le texte qui est paru dans le dernier numéro du Savoir. À toutes celles qui ont le jaune crevé. La maison est une coquille d'œuf. À l'intérieur de cette coquille se cache un monde, l'origine et le devenir dans un même lieu. Des douzaines d'œufs en rangée, une rue, une ville. Mes enfants sont grands et la coquille est fragile. À leur départ, je me romprai, me fendrai. Mes murs s'écrouleront. Que restera-t-il alors? Donc voilà. Merci. Merci, Geneviève. Ça fait plaisir. Geneviève, le texte que tu viens de lire fait partie du dernier numéro du Savoir, 121, qui s'intitule « Cellule ». Peut-être commencer par le terme « cellule », en fait. On voit le potentiel comme les lectures multiples de ce terme-là, en fait. Comment on peut l'approcher de façon différente. Comment est-ce que vous l'abordez, ce thème-là, au sein de votre travail? Je ne sais pas qui veut commencer. Est-ce que tu veux te lancer? OK. Oui, merci encore à Le Savoir. Mon première fois avec une photo sur la couverture d'une revue. J'étais vraiment heureux par rapport à ça. Mais c'est ça, cellule, c'est comme... Pour moi, c'est intéressant parce qu'au début, surtout quand j'ai commencé à travailler avec les idées du système carcéral en soi-disant Canada, j'ai recréé souvent des cellules ou des espaces qu'on trouvait dans les sites carcérales basés soit que moi je marchais autour de ces endroits-là où j'ai eu des plans, des trucs comme ça. Puis je note qu'actuellement, plus en plus, ma compréhension de ce système-là devient plus en plus abstrait, que la cellule fait partie de ce grand écosystème, not unlike les cellules en général, que, surtout avec le contexte carcéral, la cellule est comme cet endroit où les personnes sont enfermées, mais aussi ça fait partie de cette grand et long système et série de décisions qui n'est pas vraiment réduisable à une chose. Donc pour moi, j'aime cette façon de compliquer l'idée de cellule, surtout dans le contexte carcéral où c'est souvent vu assez littéral. Je pense que, surtout quand on parle du système carcéral, je pense que de l'injecter de pousser ça un peu sideways des fois, je pense que c'est super intéressant.
La dernière chose que je veux dire, je parlais avec Daniel de ça récemment. J'ai eu la chance de parler avec une artiste que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Jackie Sumel. Elle aussi fait beaucoup de projets par rapport à le système carcéral. Mais maintenant elle parle de l'abolition par rapport à la végétation et les plantes. Elle utilise les plantes comme, même pas une métaphore, mais vraiment almost comme un vecteur pour décrire l'idée de l'enfermement et de libération en parlant vraiment des propriétés de la matière. Donc pour moi, je pense que c'est ça. Je pense que la proposition, le proposal of the sabar par rapport à cellule, ça a comme poussé mon pensée un peu. Donc, good job. Bien, pour ma part, l'interprétation du mot cellule, parce qu'on s'entend qu'il est porteur vraiment de tellement d'interprétations possibles. Bien, moi, j'y ai vu des échos avec ma recherche actuelle, ma recherche universitaire par rapport à l'inclusion-exclusion, parce que s'il y a un point qui est commun à toutes les formes de cellules, c'est qu'il y a forcément des éléments qui sont inclus puis des éléments qui sont exclus. Il y a forcément une frontière. Puis, je pense que c'est important de se poser la question, par exemple, bien, surtout quand on parle d'exclusion de personnes, là, c'est important de se demander si la cellule est nécessaire, puis si oui, pour qui, puis au détriment de qui aussi. Donc, je m'intéresse dans ma recherche à l'inclusion et à l'exclusion qui sont à l'œuvre dans ma pratique photographique. Fait que ça m'a amené un peu dans cette direction-là, forcément, à me demander du moment où un élément sort de la cellule. Dans mon cas, c'est la cellule familiale, par exemple. Qu'est-ce qui advient de cette cellule-là? Puis qu'est-ce qui advient de l'élément qui est sorti? Donc, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui part? Puis je pense que c'est une question qui peut être posée dans presque toutes les formes de cellules, de se demander, du moment où il y a un passage comme ça, une transformation, un changement d'état, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui advient? Je pense qu'il y a une tension qui m'intrigue beaucoup entre la fixité d'un système, d'une part, et la possibilité de transformer ou de changer ou... Sheena, je pense dans ton travail, il y a une évolution vers ça, ou peut-être le dernier projet est une invitation à sortir de l'espace délimité pour imaginer d'autres possibles, en fait. Puis la capacité ou l'importance de cet exercice-là d'imagination qui est vraiment fort dans le travail, puis qui est aussi là dans l'écriture poétique, en fait. Je me demande à quel point cette présence-là de l'imagination était consciente dans l'intention, si elle est arrivée dans l'écriture ou dans la création du projet, comment se place l'imagination, en fait, au cœur de vos projets? Ben, si je peux me lancer, est-ce qu'on parle de ma pratique photographique? On peut parler de toutes les pratiques. Ben, autant dans ma pratique photographique d'écriture, là, c'est vraiment le réel est au cœur de mon questionnement. Donc, le matériau, le réel. Donc, ce que j'écris, c'est par rapport à moi. Puis mes photographies, bien, vous savez, ce qui se trouve devant l'objectif, c'est vraiment trouvé là, à ce moment-là. Donc, par contre, je pense que le réel a cette force-là aussi, de stimuler l'imagination. Puis, à partir de là, se créent différentes fictions. Si, par exemple, quand je prends une photographie d'un fragment d'espace chez quelqu'un, puis je cadre jamais la personne à l'intérieur. Là, la personne est toujours absente du cadre. On voit tous les petits objets, on voit les traces de la vie quotidienne. Donc, tout ça est réel, se trouve devant la caméra. Mais le fait qu'il manque tellement d'informations,
rester dans leur cadre, nous oblige finalement à s'imaginer l'histoire, à s'imaginer, à se créer des fictions finalement. Donc, je pense qu'elle est là, la place de l'imagination dans mon travail. Sheena, peut-être puis juste pour rebondir peut-être sur ce que tu viens de dire, Geneviève, ou pour préciser, pas préciser la question, mais ajouter une lecture peut-être à la question. Je pense que l'utilisation du terme fiction est intéressante, cette tension-là entre... Puis dans la photographie, évidemment, on est vraiment au cœur de ça. La photographie comme un document, mais en même temps, la capacité qu'a l'image photographique de générer des fictions dans le regard du spectateur. Puis aussi, évidemment, la présence du texte qu'on ajoute potentiellement à la photographie qui peut nous permettre aussi de jouer avec ces niveaux de lecture-là. Dans le travail que tu proposes pour la Biennale, Sheena, il me semble que la fiction est quelque chose d'important. Yeah. Ou peut-être que la fiction est importante dans le travail abolitionniste en général parce que il faut imaginer, en fait, quelque chose d'autre, individuellement ou collectivement. Puis je me demande est-ce que c'est facile ou difficile de créer cette place-là dans un projet pour d'autres possibles? Comment est-ce qu'on le recueille, qu'on le récolte? Qu'est-ce qu'on en fait une fois que c'est ramassé? Oui, c'est ça. J'ai vraiment hâte à voir tous les petits post-it pour voir, parce que je ne l'ai pas vu depuis le vernissage. Puis il y avait assez, mais j'ai vu une photo, puis la mur était pleine. Puis peut-être avec l'imagination, c'est aussi quelque chose... Peut-être c'est un peu cliché, mais c'est quelque chose la plus qu'on vieillisse, j'ai l'impression on l'utilise moins et moins, ou c'est immature, ou quelque chose comme ça, qui est juste, c'est un stéréotype, mais je pense pour moi, surtout l'idée de parler du carcéral, puis l'abolition des prisons, qui est aussi comme une proposition anticapitaliste, anticoloniale, tous ces grands trucs... sérieux, scary, que, au fond, on a tous pensé autrement de ces systèmes qu'on vécu, soit même si on n'a pas été incarcéré, you know. Puis c'est l'idée aussi que l'imagination, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est des pensées qu'on a dans notre quotidien qu'on peut aussi intentionnellement cultiver. You know? Puis je pense que le projet, c'est aussi vraiment ordinaire, cette imagination. Puis je pense qu'une des raisons pour que la pensée abolitionniste est vue comme si impossible, c'est parce que c'est contre le capitalisme, et le capitalisme est si bon à s'installer, you know? C'est pas dans l'intérêt du capitalisme de penser autrement. Pour moi, l'imagination, j'aime l'idée que c'est vraiment quotidien aussi, pas nécessairement extraordinaire, où ça devient quotidien de penser autrement. You know? Mais j'ai une question pour toi. Oh God. Tu as utilisé un mot dans ton présentation entre soit comme éducation et commissariat. C'est le mot qui est vraiment important pour toi. C'était quoi le mot encore? Le mot... J'ai peut-être parlé de pédagogique, j'ai parlé d'éducation, j'ai parlé d'engagement. Okay, c'est un mot que je ne connaissais pas, mais peut-être on peut juste... Décloisonnement. Yes, ça, je ne connais pas ce mot. Est-ce qu'on peut parler de décloisonnement? Because I hear clôture, and I'm like, what's happening? OK. Oui. Décloisonnement, c'est un terme que j'emploie beaucoup pour réfléchir à ma pratique commissariale. Puis c'est drôle parce qu'en vous entendant parler les deux de votre travail ou de vos approches, je vois beaucoup de parallèles avec ça. Puis je pense que c'est une condition qui est particulière à beaucoup de gens qui œuvrent dans le milieu culturel en ce moment. Soit comme artiste ou travailleur culturel, de par la nature de notre travail, de par la précarité aussi de ce travail-là, on est souvent appelé à conjuguer ou à accumuler des rôles différents qui peuvent varier du très, très conceptuel ou méta jusqu'aux tâches très, très, très pratiques. Très quotidiennes aussi. Puis ces choses-là se superposent, en fait, puis font partie du même
la même chose, en fait. Donc, souvent, quand on pense à nos titres, à nos manières de nommer ce qu'on fait, on les pense de façon très particulière, puis on évoque le travail qui est peut-être le plus noble dans ce qu'on fait ou le plus... qui nous rend le plus fiers ou qui... Sur le CV, oui, whatever. exact. Ouais. Puis dans les tensions entre éducation et commissariat, il y a évidemment de ça beaucoup aussi, comme commissariat comme une posture qui s'affirme, une posture d'autorité ou de connaissance, Yeah. alors que souvent les pratiques d'éducation sont plutôt placées après dans la chaîne d'opération dans les institutions muséales, par exemple. Mais pourtant, tout ça participe d'un même écosystème. Il y a beaucoup de choses qui sont en conversation l'une avec l'autre là-dedans. Ouais. Puis de la même manière, je pense dans vos pratiques, il y a ça, soit dans les différents médiums qui s'accumulent, entre l'écriture, la photographie, la mise en commun de ces choses-là, mais aussi entre les différents rôles qu'on est appelé à jouer dans nos vies au quotidien, puis la perméabilité entre la pratique artistique puis le quotidien. À 100%. Geneviève, je t'entendais parler dans le cadre de ta pratique, de ce désir-là de vouloir comme se déplacer ou quitter comme un environnement quotidien. Je pense qu'il y a beaucoup ça aussi qu'on active quand on réfléchit à la pratique artistique. Il y a le principe de résidence est très, très populaire aussi. On veut comme se créer des moments, des bulles, des cellules temporelles et particulières pour comme créer des choses. Mais le travail existe aussi quand on est en train de faire autre chose, en fait. Donc, il y a ça aussi qui m'intéresse dans l'idée de décloisonnement, c'est aussi de voir comme qu'est-ce qui travaille quand je ne travaille pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui travaillent quand on ne travaille pas, en fait. Peut-être même plus, des fois. Ouais. Et pour le spectateur aussi, right? You know? Like, je pense que c'est l'idée, like, quand il voit l'œuvre, après... En tout cas, merci pour... cette explication. Je connaissais pas ce mot-là. Juste peut-être c'est une hantise de la catégorie qui m'habite depuis très, très longtemps, je pense. Yeah. Puis je pense que beaucoup de gens peut-être ont la même expérience, c'est-à-dire de la difficulté de nommer précisément ou exactement ce qu'on fait, de trouver des façons de le dire. Ouais. OK. Bien, juste pour rebondir sur l'idée du décloisonnement, tu dis on travaille même quand on ne travaille pas. Puis ça, puis moi, ça m'a juste fait penser à mon état d'esprit en ce moment. Je suis en résidence de création, je suis dans ma bulle, c'est excitant, c'est du temps que je m'offre, mais ça tombe en même temps que la rentrée scolaire. Donc, en même temps que je suis dans ma bulle, ben là, je m'assure que les enfants ils ont leurs effectifs scolaires en main, que bon, peut-être moins mon fils de 19 ans, mais quand même pour ma fille, que le frigidaire, il y a de la nourriture dedans. Fait que la maison, c'est ça, en fait, pour rebondir sur l'idée du décloisonnement, c'est que finalement, même la maison, même les cloisons de la maison me suivent. Tu sais, même quand je suis en création à l'extérieur, à 400 km, elle est dans ma tête, elle me suit partout. Donc, je ne peux pas en faire abstraction. C'est souvent aussi ce qui explique, comme pour beaucoup de personnes qui ont des familles ou qui ont des enfants ou qui habitent dans des régions loin. Il y a toutes sortes de considérations qui font en sorte que on ne peut pas faire complètement abstraction de la vie réelle pour être dans un moment de création intense. En fait, c'est comme mais on entretient quand même ce désir d'avoir une bulle ou un moment privilégié. Puis souvent, c'est des moments qui sont importants dans les processus créatifs aussi. Mais cette petite tension-là, puis est d'autant plus exacerbée par le fait qu'on est constamment en contact avec des choses de la maison, même si on n'est pas dans l'habité, dans la demeure ou dans le téléphone nous indique constamment ce qu'il y a. Il y a des choses qui nous permettent de surveiller, de s'informer, qui font en sorte qu'on ne quitte jamais cet espace-là alors qu'on doit le quitter pour le travail ou pour la création. On a parlé d'écriture, on a parlé de photographie, on a parlé de création. J'ai parlé de la marche tantôt comme un acte créatif. Michel de Certeau dirait que la lecture, c'est aussi un acte créatif. Peut-être la possibilité pour tous et toutes de développer déguiser un regard créatif, donc la lecture comme un acte créatif. Je sais que
il y a de la lecture de certains ouvrages qui a été importante dans le processus créatif récent. Sheena, tu parlais du travail de Ruthie Wilson-Gilmore. Tu as nommé aussi Nicolas Mirzoeff. Geneviève aussi, je sais qu'on avait parlé de l'ouvrage d'Édith Brunette et François Lemieux. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ces ouvrages-là, de comment ils ont été importants dans le travail récent? Oui, ben justement, c'est un livre qui est important pour moi, qui a été publié aux presses du Réel en 2021. Donc, le titre est Aléa, faire avec, passer pareil. C'est un livre qui réunit différents textes, différentes pratiques aussi, qui posent la question de la destruction des milieux de vie. Donc, c'est sûr que c'est un livre qui, quand même, qui amène à réfléchir, on ne fait pas dans la légèreté. Par contre, il est plein de lumière. C'est un livre qui, premièrement, qui se penche sur la prise de conscience de l'état de la situation, mais qui rebondit sur une mise en action, sur des gestes concrets à la portée de tous. Donc, les différents auteurs expliquent ou racontent ou témoignent de gestes différents qu'ils ont choisis pour réagir justement à cette prise de conscience-là. Puis je pense que dans l'état où la situation se trouve en ce moment, une prise de conscience qui est passive, qui n'est pas accompagnée d'action, je pense que ça crée beaucoup de stress et d'anxiété parce que les problèmes nous paraissent trop gros, trop grands, trop graves. On se sent inutile. Ça impacte notre expérience en tant qu'humain de se sentir inutile. Tandis que si on fait simplement que de se choisir un geste, puis de l'appliquer, puis de le mettre en action, déjà, là, on tombe dans une autre dynamique. Puis, voilà. Donc, c'est un livre qui m'a amené, moi, à réfléchir aux enjeux de ma pratique, puis à son utilité aussi, je dirais, son utilité, sa participation. On parlait de décloisonnement, c'est un bel exemple d'ouvrage ou de multiplicité de points de vue ou de perspectives. C'est un travail qui est à la fois artistique, mais nourri d'une profonde recherche, en conversation avec toutes sortes de disciplines. C'est vraiment un magnifique ouvrage. Oui, il y a l'exposition aussi, que j'ai pas vue, mais qui est en cours, je pense, à la Galerie R3, dans le cadre de la 10e édition de la Biennale nationale de sculpture contemporaine. Sheena, un mot de plus sur l'importance de Wilson Gilmore dans ton travail? Je suis comme un super fan actuellement, donc je suis un peu... je pense qu'elle parle pas le français, donc peut-être c'est bon, parce que je ne sais pas qu'elle m'entend dire tout ça. Mais non, vraiment, qu'est-ce que tu as dit par rapport à cette geste? La chose que j'aime de la pratique de Gilmore, ses écrits, son pratique militant, elle est un excellent prof aussi, c'est qu'elle est cette optimiste vraiment réelle. Elle n'a pas le temps ou patience de personnes qui se sentent overwhelmed, c'est quoi surchargée du monde, parce qu'elle dit que le système qu'on est dans actuellement est une série de décisions par des personnes. Puis il y a plein d'exemples de comment les autres personnes ont interrompé des décisions puis changé des choses. Donc, elle complique vraiment cette binaire de comme la système puis nous. Elle est comme, c'est pas comme ça, c'est vraiment ensemble. Il y a des forces assez fortes, mais elle est militante toute sa vie. Puis elle est vraiment comme ça optimiste que l'action politique, n'importe quoi, comment les gens l'interprètent, est quelque chose qui mène le changement. Puis pour moi, comme j'ai dit, c'est pas abstrait. Elle donne vraiment des exemples. Cette journée-là, cette personne a fait cette personne, puis ça, c'est le résultat. Puis c'est comme un peu difficile de penser autrement après avoir étudié avec elle, puis lire ses livres. Puis c'est quelque chose qui motive beaucoup actuellement. Donc,
that's my last Gilmore shout-out for the day. Merci. Ben, c'est un plaisir d'imaginer marcher vers le concret Ouais, c'est ça. avec vous deux, Ouais. avec tous et toutes. Merci d'avoir pris le temps pour cette conversation. Merci pour vos pensées, vos réflexions. Ça a été très, très riche. Un vrai plaisir d'être en conversation avec vous deux. Merci beaucoup. Merci.